Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce séminaire Sciences et décisions publiques qui est organisé par le CRECEB. Donc moi je suis Élodie Bardon, je suis chargée de mission donc, au CRECEB et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par nos deux intervenants. Tiffaine Berthoud qui est animatrice au Sage Rance et en charge notamment de la mise en place et l'application de l'étude HMUC sur le territoire. Et puis Éric Sauquet, qui est directeur de recherche à l'INRAE et porteur scientifique du projet Explore 2, que nous allons aussi décrypter un petit peu aujourd'hui. Donc en guise juste d'introduction, à l'échelle mondiale, 2022 et 2023 ont été les 2 années les plus chaudes jamais enregistrées, avec leur lot de catastrophes qu'on a bien senti, hein, les inondations, les ouragans, les chaleurs extrêmes, les incendies. Chaque année de la dernière décennie est l'une des plus chaudes jamais enregistrées et la Bretagne n'est pas épargnée. La nouvelle trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC, se base dorénavant sur un scénario de réchauffement de plus 4 degrés à échéance 2100, avec des impacts considérables sur la ressource en eau, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Donc le réchauffement climatique, on le voit, il est bien là, bien visible, il s'accélère. Et effectivement, tout ça n'est pas très réjouissant. Donc, dans ce contexte, et afin de s'adapter, c'est vrai, et afin de s'adapter au mieux aux évolutions climatiques et à leurs impacts sur nos hydrosystèmes, avoir accès à des projections hydroclimatiques fiables, actualisées et compréhensibles est essentiel. Donc, Éric Sauquet, le projet Explore 2 a livré ses résultats en juin dernier après plusieurs années de travail. Donc vous allez nous présenter le contexte de ce projet et puis les principaux résultats, notamment pour la Bretagne. Madame, bonjour. Voilà. Alors, dans le sens... Bonjour à tous. Ah bah, c'est déjà. Je vais commencer par ça. Allez, très bien. Écoutez, je vais essayer de faire un petit résumé du projet donc, qui a duré 3 ans. Déjà, pour vous donner un petit peu le cadre et le pourquoi, du comment et d'où vient Explore 2. Alors le projet Explore 2, c'est des futurs de l'eau en France et en Bretagne, hein, donc on va essayer de temps en temps de faire un petit focus sur la Bretagne. Donc le domaine que l'on visait effectivement est la France hexagonale. L'idée c'était d'actualiser les connaissances de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, sur le fonctionnement des bassins versants, au travers d'exercices de modélisation. Mais également, au-delà de la production de données, c'est d'accompagner les acteurs dans la prise en main de ces données, parce qu'on sait que c'est très compliqué, qu'aujourd'hui, même si le changement climatique est dans beaucoup de préoccupations, les données sont complexes à saisir, et donc il y avait un intérêt à faire d'avoir ces deux aspects. Donc vous avez en gros en bas la structuration du projet qui est très très grossière, avec l'identification d'un volet accompagnement qui a été porté par l'OIO et puis le volet scientifique dont j'ai eu la charge, qui a réuni un ensemble de collègues, de partenaires scientifiques, hein, des instituts du type BRGM, IRD, CNRS, Météo France, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas qui étaient là pour produire les données. Et c'est un projet qui a été soutenu à la fois par les scientifiques, hein, une envie des scientifiques forte d'actualiser ses connaissances. Un précédent projet datait d'il y a 10 ans, donc à 10 ans c'est long par rapport notamment au progrès qu'on a pu avoir au travers des travaux du GIEC ou même pour nous hydrologues en termes de modélisation du cycle de l'eau. Donc c'est un projet qui a duré 3 ans, qui a été cofinancé par le ministère en charge de l'écologie. À l'époque, c'était le MTECT et l'OFB. Et comme je le disais, il y a une coordination conjointe, OIO pour l'accompagnement des acteurs et puis moi pour la partie scientifique. Alors en termes de science, je vais vous montrer un petit peu quel est le cadre de modélisation qu'on a utilisé, qui est un cadre assez classique en termes d'études d'impact. C'est-à-dire qu'on a en entrée une scénarisation du futur qui est celle donnée par les émissions de gaz à effet de serre, qui est diverse, hein, compte tenu ou pas d'une politique d'atténuation du type le respect des accords de Paris ou pas. Eh bien, on a des scénarios d'émissions qui rentrent dans cette logique ou non. Ces scénarios sont ensuite des données d'entrée, des modélisations globales au niveau de la Terre dans son entièreté. Dessus vient se greffer un autre exercice de modélisation régional, donc c'est un modèle régionaux qui viennent être mis en œuvre pour accéder à une représentation plus fine du climat
Et dans le cas, pour nous en France, dans le cas d'Explore 2, on a eu des modélisations à l'échelle de 8 par 8 km, donc un pavage complet de la France hexagonale par un maillage relativement fin. Et on a une donnée climatique qui va de 1976 à 2100, avec des données journalières qui simulent, qui projettent le futur du climat. Et puis, ceci étant dit, les données climatiques, eh bien là, ce sont les modèles hydrologiques qui prennent le relais. Donc c'est pareil, on est dans des outils de simulation qui essaient de représenter les flux d'eau, notamment, parce que c'est ça qui nous intéresse, dans les différents compartiments, que ce soit dans les sols, dans le sous-sol ou dans les rivières. Et puis à la fin, parce que c'est souvent des variables sur lesquelles les gestionnaires ont des besoins, on produit ce qui est attendu, c'est-à-dire des débits en rivière, la recharge des aquifères ou des hauteurs piézométriques. Donc tout ça va constituer finalement le jeu de données d'Explore 2. Donc on est dans une approche qu'on appelle multiscénario, multimodèle, parce qu'à tous les niveaux de schéma, il y a des incertitudes, des simplifications qui sont faites. Chaque modèle a ses qualités, a ses défauts, et donc en ayant cette pluralité de modèles, on espère ainsi accéder à une meilleure appréhension des incertitudes. Voilà un peu le cadre générique de cette modélisation. Alors ça, c'était le cadre de la modélisation et donc de la production des données. Je vais vous donner quelques mots sur le volet accompagnement. Alors, cette partie a été prise en main par l'OYO. Il y a Sonia Sio qui est quelque part aujourd'hui présente et qui a été à l'initiative de ce volet d'accompagnement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'assurer la compréhension des résultats scientifiques produits et leur utilisation future par les acteurs. Donc, on a travaillé avec les acteurs au travers de la mise en place de comités d'utilisateurs qui interrogeaient les scientifiques, challengeaient les scientifiques. Nous, on allait voir en tant que scientifiques les utilisateurs pour dire voilà ce qu'on a produit, est-ce que vous comprenez ce qu'on a écrit? Est-ce que vous comprenez le support qui nous semble, nous, tout à fait compréhensible? Est-ce que notre vocabulaire est compréhensible? Tous ces éléments-là ont été discutés à un moment ou à un autre avec les utilisateurs. Alors, on n'a pas pu avoir tout le monde, on n'a pas pu avoir la France entière, mais on a pu avoir un certain nombre d'utilisateurs clés, comme les agences de l'eau, un certain nombre de PTB, des DREAL, etc., etc. Donc on a échangé avec ces utilisateurs au travers d'enquêtes en ligne, de discussions, de réunions évidemment. Et puis ça nous a permis notamment, comme je disais tout à l'heure, de répondre à un certain nombre de besoins par rapport à une trame pédagogique d'un MOOC qui a été créé, de savoir de quoi ils avaient besoin, quelles questions devaient être traitées, ou par exemple quand on a discuté des points de simulation, où est-ce qu'il y avait un besoin d'avoir de la donnée. Alors on va commencer par les résultats. Tout ça, ces premiers résultats, c'est le climat. On va commencer par ça. Vous avez ici sur la gauche et sur la droite. Sur la gauche, vous avez les températures annuelles en fin de siècle, exprimées en anomalies, c'est-à-dire en changement par rapport au temps présent. Donc vous avez une gamme de couleurs. Plus vous avez dans le rouge, plus vous êtes chaud. Ça, c'est assez classique comme représentation. Et ce que vous avez représenté, c'est 17 visions du futur, telles que données par Explore 2, en fin de siècle, sous scénario d'émissions fortes. Alors tout est en rouge, hein, mais il y a des nuances de rouge malgré tout, avec des projections qui sont plus ou moins, qui ont des réchauffements plus ou moins forts. Donc on a quelque chose qui est relativement homogène et relativement cohérent d'ensemble. Par contre, quand vous allez sur la droite, ce sont les précipitations annuelles, pareil, exprimées en changement par rapport à aujourd'hui. Et vous voyez ici avec des gammes de couleurs qui sont du marron quand vous êtes à la baisse et en vert quand vous êtes à la hausse, que là, il y a pas forcément des cohérences entre les modèles. Il y a une vraie variabilité, il y a une incertitude qui est beaucoup plus forte sur les précipitations qui se manifestent dans les projections sous changement climatique et dans le futur et en fin de 21e siècle. Donc ça, c'est pour vous donner une illustration du fait qu'on est d'une forme d'incertitude et en particulier sur les précipitations. Alors là, je vous ai donné brut les sorties et les cartes. Nous, on a essayé de construire des messages pour faciliter encore l'appropriation des résultats. De la même façon que le GIEC produit un résumé pour les décideurs, à notre échelle, avec toute modestie, on a essayé de construire un document de 20 pages dans lequel il y a des données synthétiques sur l'évolution de la France, du climat en France et de l'hydrologie en France. Et ici, c'est ce que vous avez représenté, les différents messages que l'on a pu bâtir. Alors sur la température, quelque chose d'assez intuitif, hein, tant qu'on mettra des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien on va avoir un réchauffement.
Typiquement, c'est ce que vous avez représenté, cette hausse, elle se manifeste sur le diagramme de droite. Vous avez à différents horizons, horizon proche 2021-2040, milieu de siècle 2041-2070 et à l'extrémité droite, fin du XXIe siècle. Les changements de température annuels exprimés par rapport à 76-2005 à ces différents horizons. Et on voit que le réchauffement croît avec l'horizon et qu'en fin de XXIe siècle, on a le réchauffement le plus fort. Et ça, c'est sous scénario d'émissions fortes. Pour ce qui est des précipitations, ça rejoint un peu ce que je vous ai montré juste avant. Vous avez le diagramme qui est en bas, où c'est les changements de précipitations annuels, pareil, aux différents horizons. Et on voit qu'on a la distribution de ces changements. Donc c'est une moyenne France hexagonale, hein, j'ai oublié de le préciser. Et vous voyez qu'on est au-dessus et en dessous de zéro. On ne se détache pas, on n'est pas tous positifs ou tous négatifs. On est dans une forme d'incertitude sur le signe du changement. Néanmoins, quand on fait l'empilement de toutes les projections, eh bien, on se rend compte que la majorité des projections s'accordent en fin de siècle sur une hausse de la pluviométrie en hiver et une baisse de la pluviométrie en été. Et vous avez des effets de compensation qui expliquent en partie le fait qu'à l'échelle annuelle, vous avez des augmentations ou des diminutions. Néanmoins, il faut avoir en tête que ce que je vous dis là, ici, ce sont des moyennes, c'est-à-dire que je vous dis qu'il y a une tendance moyenne. En revanche, on a toujours une variabilité qui s'exprime. On la connaît, elle est aujourd'hui présente. Des années sèches, des années humides qui se succèdent. Eh bien, dans le futur, il y en aura. Il y aura une variabilité, elle existe, et elle existera dans le futur. Alors, en termes de cette fois de messages sur l'hydrologie. Alors, si on regarde les débits à l'échelle annuelle, eh bien, d'une certaine manière, les incertitudes qui sont présentes dans les précipitations annuelles se traduisent également en incertitudes assez fortes sur l'évolution des débits annuels. Néanmoins, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de la saison, on a à peu près, je dirais, la même chose, la même traduction d'évolution des précipitations que la même évolution que pour les précipitations. C'est-à-dire, en majorité, des projections qui s'accordent sur une hausse des débits en hiver et en été, une diminution. Il y a également, vis-à-vis de ce qui se passe en été, une augmentation de la sévérité des sécheresses hydrologiques, avec notamment un spot très très marqué autour de la Méditerranée, où là, le changement est particulièrement profond. Et puis, quand on s'intéresse aux sécheresses, il y a l'intermittence des cours d'eau, c'est-à-dire le fait que certains cours d'eau s'assèchent totalement. Eh bien, ce phénomène-là risque de s'accentuer en fin du XXIe siècle, notamment sous scénario d'émissions fortes. Ça, c'est pour les débits en surface. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du souterrain, si on regarde la recharge, donc la partie de la précipitation qui potentiellement peut gagner des aquifères, qui a été beaucoup discutée, notamment au moment des sécheresses hivernales de 2023, vous avez une augmentation de la recharge dans le nord de la France et une stabilité sur le reste du pays. Et comme je le disais tout à l'heure, on a une variabilité également hydrologique qui est présente, qui hérite de celle du climat. Alors, je vais faire un petit zoom maintenant sur une des rivières, qui est la Vilaine, ici à Rennes, avec plusieurs graphiques. Donc, ce que vous avez représenté, c'est un peu la carte d'identité du bassin versant, au travers des 12 débits mensuels moyens. Donc, vous avez notamment en haut, dans la partie centrale, l'évolution des 12 débits moyens aujourd'hui. Donc entre janvier et décembre. Donc vous voyez un signal caractéristique d'un fonctionnement pluvial avec des hautes eaux pendant la période hivernale et des basses eaux pendant la période estivale. Alors ce que vous avez représenté par les couleurs et nuances de gris, c'est l'incertitude que l'on a sur la connaissance des débits à différents horizons. Donc tout en haut, vous avez les débits actuels de la Vilaine. Au milieu, toujours dans la partie centrale, l'évolution des débits, mais cette fois en milieu de siècle. Donc vous voyez comment il commence à y avoir des choses qui se passent. Vous voyez une incertitude qui apparaît parce que vous avez des dégradés de gris qui prennent beaucoup plus d'ampleur. Et puis tout en bas, vous avez en fin de XXIe siècle. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est que le comportement saisonnier reste le même. Par contre, quand on gratte un petit peu, et ce qui est fait sur la partie droite, quand on raisonne en anomalie, on fait apparaître des écarts et donc des changements en termes de disponibilité de la ressource en eau. Et en partie centrale, sur la partie tout à fait droite, vous avez la différence entre la figure centrale du milieu et celle du dessus.
Donc, qu'est-ce qu'elle fait apparaître? Elle fait apparaître notamment côté... alors, je ne sais pas si j'ai la flèche qui va bien. Non, elle n'apparaît pas. Vous voyez apparaître, en gros, des débits, des anomalies négatives en été et en automne. Et ces anomalies négatives, elles sont présentes au milieu de siècle, mais elles sont présentes également en fin de siècle, où vous allez avoir des étés ou des automnes plus secs qu'aujourd'hui. Et inversement, comme je le disais tout à l'heure, les débits hivernaux qui ont tendance à augmenter. Par exemple, en janvier, février, mars, vous voyez que les anomalies sont positives. Et avec toujours cette notion de gris qui vous montre les incertitudes que l'on a. Globalement, si on sort de la Vilaine et qu'on va explorer un peu autour en Bretagne, vous avez ici à représenter un petit peu avec la même philosophie des changements de débit pour les débits saisonniers en hiver et en été, en fin de 21e siècle, sous scénario d'émissions fortes. Et vous voyez des teintes de vert sur les changements de débit d'hiver qui correspondent à une augmentation, qu'elle est assez généralisée sur l'ouest de la France. Et puis les changements de débit d'été qui prennent des teintes marron et là qui signifient une diminution assez importante parfois sur certains cours d'eau, selon la sensibilité du cours d'eau, en fin de 21e siècle. Alors, pour essayer de conclure sur le projet Explore 2, déjà simplement pour dire que c'est un projet qui est assez inédit en Europe, par la densité, par le nombre de points de simulation, par le nombre de projections qui a été mis en œuvre. Donc 3 ans pour produire ça. C'était un challenge pour arriver à une représentation avec des simulations en 4000 points répartis en France pour les débits. Qu'est-ce qu'on en tire déjà comme message? Le premier message, c'est compte tenu des changements qu'il peut y avoir, il y en aura partout en France, ils seront différents. Parce que selon qu'on est dans le nord ou dans le sud de la France, il y a des choses qui vont se passer, elles vont se passer, il va y avoir des changements, et donc la gestion sera certainement différente, et on a la capacité de l'anticiper avec Explore 2. Donc, comme je disais, chaque territoire est spécifique, selon qu'on est dans l'est, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud, on va avoir des changements différents, et donc a priori des adaptations qui vont être différentes. En termes d'utilisation, comment ça a déjà été utilisé? Explore 2 a été utilisé notamment dans une prospective eau 2050 qui vient d'être publiée par France Stratégie mardi. Et donc la donnée scientifique qui a permis de construire cette prospective en eau, elle hérite d'Explore 2. Donc voilà, donc il y a une continuité en termes de manipulation de données. Et puis, comme le disait Elodie, c'est que ce traitement, ces données sont actuellement retraitées pour répondre aux objectifs de la TRAC avec une analyse par niveau de réchauffement. Et ça fait partie des derniers éléments d'Explore 2 qui seront publiés au plus tard en juillet de cette année. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Du coup, je vous invite à garder vos questions. On fera une séance de questions à la fin des présentations. Donc, je me permets de dérouler. Donc, on se rend bien compte, et merci Eric pour cette présentation, que prendre conscience des enjeux en matière climatique, hydrologique, mais surtout s'approprier des résultats qui sont assez complexes et s'en servir de support pour s'engager vers des stratégies d'atténuation et d'adaptation afin d'identifier des territoires en tension, traiter des questions d'usage et de partage équilibré et durable de l'eau. C'est vraiment autant de défis auxquels sont confrontés les acteurs de la gestion intégrée de l'eau. Donc, hop, je me permets, depuis 2016, les analyses HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, sont intégrées dans le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, donc le SDAGE Loire-Bretagne. En 2024, sur le territoire breton, on dénombre 11 territoires de sages qui sont déjà engagés dans ces études HMUC qui ont pour objectif de dresser un état des lieux des équilibres quantitatifs d'un territoire et de sa sensibilité au changement climatique. Donc c'est une démarche qui est particulièrement complexe, qui s'appuie notamment pour les volets hydrologie et climat des projections hydroclimatiques qui ont été produites notamment par Explore 2. Donc Tiffany, vous sur le SAGE Rance, vous portez en régie une étude HMUC. Est-ce que tu peux nous faire un retour déjà sur les raisons de l'engagement du SAGE dans cette étude-là, et puis sur la manière dont vous avez construit les 2 volets H et C de l'étude? Oui, bonjour à tous. Effectivement, sur le SAGE Rance, on porte une étude HMUC, mais on essaye d'éviter déjà de l'appeler HMUC, notamment parce que le sigle est pas très parlant et très technique. On l'a renommé partage durable de l'eau,
sur la Rance et le Frémur, dans l'idée d'inscrire déjà la notion de durabilité dans le principe même de l'étude, et puis le principe de partage aussi entre différents échelons. Sur l'histoire de comment la commission locale de l'eau de la Rance a commencé à travailler sur ce sujet quantitatif. En fait, notre SAGE, il date de 2013 et il y a sur les 120 pages du SAGE, je crois, un paragraphe sur le quantitatif. Et c'était un sujet qui n'était pas du tout traité à notre échelle. Et en 2017, donc le SAGE 2013, en 2017, on a eu 2 alertes qui ont commencé à faire parler de la quantité d'eau au niveau de la clé. Il y a eu un producteur d'eau potable sur la frange Malouine qui nous a alertés en disant on est à 15 jours, s'il ne me pleut pas dans les 15 jours, on a un risque de rupture de fourniture d'eau potable. C'était la première fois que ça arrivait sur le territoire. Et puis en discutant avec les collègues qui sont techniciens milieux aquatiques, qui restaurent les milieux aquatiques, j'entendais dans les couloirs pas mal de bruit qui disaient ce cours d'eau-là, je ne l'avais jamais vu en ASEC, c'est la première fois. Et ça s'augmentait d'année en année. En 2017, ça a été particulièrement marquant. Et donc en commission locale de l'eau, on a dit il y a peut-être un sujet, est-ce qu'on commence à regarder? Le premier constat étant de dire ouais, on peut commencer à regarder, mais on n'a rien, on ne connaît rien. Il n'y a pas, dans les répartitions des postes et des agents au SAGE, il n'y a personne qui travaillait sur le quantitatif. Et puis on n'avait aucune idée de ce qui existait en termes de ressources. Donc toute l'année 2018-2019, l'idée, ça a été de faire le point sur ce qui existait. Et puis on a décidé en 2019 de lancer un vrai travail sur le quantitatif vraiment poussé. Et le recours à cette possibilité offerte par le SDAGE Loire-Bretagne de travailler sur les études appelées HMUC. Voilà. Depuis 2019, en fait, ça fait quand même maintenant 5 ans. Et on y travaille. Moi, j'ai quasi un temps complet dessus. Et vous allez le voir après, on a eu des renforts. Donc c'est devenu une grosse partie de l'activité de la clé en réalité. La répartition, ça a été, on a mis 2 ans à faire le volet hydrologie. 1 an à peu près à faire le volet climat et depuis 2 ans on travaille sur le volet usage. Je vais rentrer maintenant dans le détail de comment on s'est organisé pour travailler sur ce sujet et se l'approprier. Sur la méthode, sur les volets hydro et climat, donc ce qu'on appelle le H et le C, la réalité qui est derrière, c'est comprendre ce qu'il y a dans nos milieux, dans les nappes et dans les cours d'eau et voir comment ça va évoluer au regard du changement climatique. Le premier défi qu'on a eu, nous, en tant qu'agents, ça a été de comprendre et de s'approprier le sujet. Très clairement, quand on me disait avec le GCP sous le scénario RCP 8,50, 8,5 et si on regarde le QMNA5, ça va faire moins 20%. Il y a 5 ans, ça ne me parlait pas beaucoup. Et c'est un vrai défi en fait en tant qu'agent. Moi, c'était pas du tout mon domaine et de commencer à comprendre pour déjà savoir lire les publis en fait simplement. Ce que voulaient dire tous ces termes, ça a bien pris quelques mois. Je le dis sans honte. Et donc après, une fois qu'on avait compris les termes, il a fallu savoir ce qui était fait sur le territoire. Donc aller solliciter tous les partenaires, et ça c'est un temps long et nécessaire aussi. Je pense à la fois que ce soit en régie ou en prestation, mais il y a une nécessité de connaître tout ce qui existe pour ne pas refaire, et aussi d'impliquer toutes les personnes concernées. En fait, ces 2 temps-là, c'est toute une année de travail en réalité. On a décidé un portage en régie assez rapidement. Aussi pour cet enjeu, en se disant, nous en tant qu'agents, on a mis 6 mois à s'approprier les termes et à s'acculturer au sujet. L'enjeu premier, en fait, c'est que nos élus et les membres de la clé, ils s'acculturent au sujet. Et donc une nécessaire durabilité de l'accompagnement des élus et de la clé, et une nécessaire aussi interaction avec nous, les agents, pour qu'ils puissent nous poser des questions, qu'on comprenne bien le sujet, etc. Et c'est vrai que la prestation a cet inconvénient de ne pas pousser les agents à s'approprier complètement les données et donc du coup ne pas forcément complètement pouvoir après en rediscuter en clé. Enfin, c'était un des enjeux, pas le seul, mais voilà. Et donc l'organisation notamment a été faite pour les parties vraiment trop compliquées, on a fait appel à des prestations et on a fait aussi appel à une prestation qui nous a beaucoup aidé avec une agence d'animation et de concertation publique pour nous aider à présenter les résultats en clé et savoir comment les formuler, changer un peu le rythme actuel, le rythme qu'on avait de présentation. Donc ça, c'est globalement la philosophie qu'on a mis derrière la mise en œuvre des volets hydrologie et climat. Et concrètement, pour rentrer sur ce qui nous occupe aujourd'hui, comment on a fait sur la partie sur les futurs de l'hydrologie et de l'hydrogéologie. Donc dans l'étude HMUC, l'idée c'est de regarder ce qui coule dans les cours d'eau, ce qui coule dans les nappes, comment c'est utilisé, mais surtout comment ce sera dans le futur, parce que l'idée c'est bien de proposer en clé des bonnes démarches pour que dans le futur, on ait le moins de soucis possible. Donc il faut vraiment inscrire nos résultats dans le futur.
Et donc savoir ce qui coulera dans les cours d'eau et ce qui coulera dans les nappes. Déjà comprendre ce qu'il y avait aujourd'hui dans le passé, c'était un petit défi. Mais alors, dans le futur, nous, on avait un vrai questionnement sur comment faire. Et en fait, on a entendu parler du projet Explore 2 il y a à peu près 2 ans, en disant il y a des résultats qui vont arriver au niveau national. Attendez, ne recrutez pas un bureau d'études pour travailler dessus. Attendez les résultats au niveau national et utilisez-les. Ça fera plutôt... déjà, ce sera des données qui seront validées à l'échelle nationale. Et puis, ça permettra d'avoir des résultats qui seront les mêmes partout dans toutes les études HMUC. Donc, on a attendu ces résultats avec impatience. Quand ils sont sortis, c'est vrai que moi j'ai eu la chance l'année dernière d'aller à une journée de formation à Paris sur la présentation et l'utilisation de ces résultats. Et ce qui nous a permis l'année dernière, en été, de télécharger toutes les données d'Explore 2 sur le territoire et de les analyser pour pouvoir ensuite les présenter en clé. Je vais vous... Oui, c'est vrai. Du coup, après, nous, on t'avait demandé de présenter en fait comment tu avais présenté ces résultats en clé, et puis surtout quelles interrogations ces résultats ont suscité et comment les membres de la clé se sont appropriés ces résultats. C'est vrai que le premier défi de la présentation en clé, ça a été de savoir comment garder l'attention et ne pas rentrer dans de l'hyper compliqué tout en ne rentrant pas non plus dans du simpliste. C'est un vrai défi sur plein de sujets, mais sur celui-là où on est sur plein de termes assez barbares, sur des projections, il y a un vrai défi pour nous. Et donc le parti pris qu'on a mis en œuvre, c'était de ne pas forcément trop rentrer dans la méthode en se cachant un petit peu derrière le consortium scientifique qu'il y avait derrière la méthode, en disant ça a été fait par les meilleurs chercheurs qu'on puisse faire et ça a été validé à l'échelon national. Et donc du coup, prenez on va vous expliquer comment ça a été fait, mais on ne peut pas aujourd'hui vous proposer mieux en termes de résultats. En tout cas, la meilleure projection qu'on puisse proposer aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc voilà, on s'est un petit peu caché derrière ce paravent-là, mais qui d'abord est réel et puis ensuite a assez bien fonctionné. Ce qui fait que la diapo que vous avez à l'écran, là en fait, c'est la seule diapo que j'ai présentée en clé pour expliquer d'où viennent les résultats. Donc il n'y a pas de termes barbares, il n'y a pas d'explication concrète sur tous les modèles qui ont été utilisés. Ça a juste été de dire il y a plein de modèles différents du climat, il y a plein de modèles d'hydrologie, on les a multipliés, et ce qui amène à ce que au fait que je vais pouvoir vous présenter sur 7 sites sur le SAGE 17 futurs possibles de l'hydrologie. Le discours, il a été présenté comme ça. Il y a quand même, malgré cette volonté d'être simple, il y avait quand même la nécessité de faire comprendre les limites des résultats. Parce que même si la méthode peut être présentée simplement, il y a quand même des garde-fous à avoir à la fois en technique et puis en comment utiliser après derrière ces résultats. Et donc les 3 garde-fous qu'on a présentés, c'était d'abord de dire que ces 17 modèles, moi j'ai gardé la notion de multimodèle, donc j'ai présenté les 17 résultats, et de dire qu'aucun scénario n'était plus probable qu'un autre, c'était 17 futurs possibles. On ne sait pas dans quel futur on sera. Et surtout de dire aussi que la médiane de ces 17 modèles n'est pas la plus probable. On sera quelque part dans l'ensemble des modèles, et la médiane n'a pas plus de valeur que l'ensemble. J'avoue d'ailleurs avoir une passion pour les boîtes à moustaches, j'ai vu que tu en avais mis. J'ai compris après quelques années de présentation en clé que les élus ne partageaient pas cette passion. Et c'est vrai que c'était une façon de représenter qu'on a arrêté du coup. Donc le premier garde-fou, c'était d'expliquer le principe du multimodèle et de dire ne prenez pas le milieu, c'est pas la valeur de référence. L'autre enjeu, c'était aussi d'expliquer que c'était un des futurs très très positivé, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, parce que c'était une simulation de débit naturel, c'est-à-dire que c'était en enlevant les usages, et que donc de toute façon on sera dans un futur pire, puisqu'il y a des prélèvements qui ont lieu sur notre territoire. Et puis on les compare à une période historique qui elle aussi a été modélisée, et donc forcément les résultats qui sont montrés ne correspondent pas à la réalité mesurée. Voilà, donc la diapo d'avant et celle-ci, c'est les seules présentations que j'ai données à la clé d'où viennent les résultats. Et sur le comment les résultats concrètement, eux, ont été présentés, en fait, on a opté pour ce format-là, donc pas de boîte à moustache malheureusement, mais des flèches qui simplement montraient dans les chiffres l'écart entre le modèle le plus favorable, entre guillemets, et le plus défavorable, et puis des chiffres clés sur chacun des sujets, les basses eaux, les hautes eaux, la répartition hautes eaux, basses eaux. Voilà, mais ça, en gros, c'était 4 ou 5 diapos de présentation de résultats.
et focaliser sur les stations du Sage, avec à chaque fois un petit recul, et en Bretagne concrètement, sur l'ensemble de la Bretagne, comment ça va se passer. Alors un des enjeux aussi qu'il y en a eu en commission locale de l'eau, et ça on en a parlé assez souvent, même au niveau du CRESEB ou avec les autres collègues des études sur le quantitatif, c'est que on est tous un peu surexposés à ce sujet climat. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que c'est difficile d'attirer l'attention et d'avoir une vraie écoute sur un sujet sur lequel on est surexposé. Et donc on a Monsieur Ricard, qui est le président de la Clé, en introduction de la présentation, avait un petit peu focalisé l'attention en disant « Là, on va vous présenter des résultats qui sont alarmistes, qui ne sont pas faciles à entendre, mais écoutez bien et faites attention aux résultats parce qu'on a vraiment besoin, nous élus, de se les approprier pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. » Et c'est vrai que l'écoute a été assez... la Clé a été assez attentive sur ce sujet qui n'est pas facile et assez technique. Et en dernier point, je voulais juste vous dire quelle réaction il y a eu en Clé suite à la présentation. Donc d'abord, la méthode, bien que n'ayant été que très peu présentée, n'a posé aucune question. Et la première intervention qu'il y a eu de prise de parole suite à ma présentation, ça a été bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des bassines partout, du coup, comment on s'adapte ? Et en fait, cette question-là, qui est à la fois tabou et en même temps tout à fait nécessaire, elle a permis un débat très très constructif et très intéressant en Clé, où on a vraiment parlé stratégie d'adaptation par rapport à ces résultats, et pas du tout ouais, mais moi je pense que ce sera plutôt 10% ou 20%. C'était vraiment ok, on va vers moins 10% dans 10 ans, moins 50% dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? La question, c'était pas d'où viennent ces résultats, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces résultats. Et ça a été assez positif parce que c'est concrètement ce qu'on cherche en présentant ce type de résultats. Peut-être, Bruno, donc président de la Clé du Sage-Rance, tu voulais peut-être rajouter un mot là-dessus ? Pourquoi pas. Bonjour à tous. Merci pour ces exposés. C'est vrai que, en étant rapide, on n'a pas trop... Oui, rapide. Mais de dire déjà le rapport à la science. C'est-à-dire que, et c'est là que j'aime bien le titre de ce matin, les modèles sont compliqués, multiples, etc. Donc on pourrait en tirer à un moment donné, c'est tellement compliqué, tellement incertain, que finalement ce recours à la science que l'on souhaite tous pour quand même asseoir des décisions sur quelque chose de solide, il n'est pas possible. Et il y aurait une espèce de renoncement. Et non, c'est ce que vous dites dans le titre. Comment faire en sorte que l'incertitude soit en réalité un moteur ? Et la qualité de la présentation, des débats qu'on a pu avoir montre que c'est possible, déjà, 1. 2, sur la perche qui est tendue, là, sur une... Oui, un des questionnements qu'on a pu se poser, il y aura plus d'en hiver, moins en été. Bon, alors, stratégie de stockage, etc. Et là aussi, je pense qu'on arrive à enrichir les discussions par rapport à ça. C'est-à-dire à dire à la fois, ça fait depuis la nuit des temps, les hommes ont des stratégies de stockage de l'eau, d'organisation du rythme de l'eau par rapport aux usages, qui passent notamment par du stockage. Et en fin de compte, ça dépend de quoi on parle. Et il y a eu il y a eu un peu des dégâts sur ces thématiques-là parce que n'étaient pris en compte ni des impacts environnementaux, ni des impacts paysagers de ce type d'objets quand on les voit en grande bassine, et ni les questions de règles du jeu et d'appropriation. Là, on sait déjà qu'on a en toile de fond le souci d'une démarche partagée, équitable, de partage. Ce mot est très important et qui est aux antipodes du risque d'appropriation à la hâte de la ressource par tel ou tel. Donc ça, de toute façon, ça crée aussi un socle assez sain. Voilà, et puis ajouter peut-être là juste que, au fond, la complexité, elle est dans les modèles climatiques, on voit bien, mais elle est dans l'hydrologie elle-même. Puisque selon les usages, selon la manière dont on traite, entre guillemets, nos cours d'eau, il peut se passer des choses très très différentes. Enfin, nos cours d'eau et leur nappe d'accompagnement et le lien entre eau et sol, il peut se passer des choses très très différentes. Et que là-dessus aussi, on a des marges positives de manœuvre à dire, voilà, si les eaux d'hiver imbibent davantage les sols, on sera gagnant. Donc on voit bien que ça nous emmène aussi au fond à explorer jusqu'au bout tout ça, c'est-à-dire à la fois les possibilités d'agir positivement sur les liens eau-sol et donc les recharges, etc., à la fois d'agir positivement sur la sobriété, et que c'est d'une certaine manière, une fois qu'on a poussé au bout toutes ces cases-là, qu'on peut envisager sans tabou aussi du stockage, en le faisant
intelligemment. Et là aussi, de manière très partagée. Voilà, un peu première réaction. Mais alors, on voit bien... Non, je conclus quand même. Non, mais parce que là, on est quand même à la jonction entre science et décision. Et qu'on est à fond dans le rôle du CRECEB, Centre de ressources, d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. C'est ce rôle-là, c'est-à-dire comment aussi à un moment donné faire les pas de côté qui vont bien, y compris dans les modes de représentation, etc., pour dire on doit passer... et l'inventivité des scientifiques comme des passeurs, ce qui est le rôle de Tiphaine d'une certaine manière, est très forte là-dessus, on l'a vu. Comment représenter, comment exprimer les choses pour effectivement éclairer la décision et ne pas seulement rester dans la case discussion de spécialistes sur tel modèle plus que tel autre, etc. Merci. Merci pour cette intervention. Juste, du coup, je rebondis un peu. Effectivement, je rebondis pas, mais je continue sur ces questions d'incertitude que tu as évoquées, que vous avez évoquées tous les deux d'ailleurs. Il ne faut pas que ça empêche effectivement d'agir, mais pour mieux comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, est-ce que tu peux, Eric, toi, nous faire un point sur où sont effectivement ces incertitudes et comment est-ce qu'on peut les prendre en compte aujourd'hui ? Alors, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, donc c'est au travers vraiment d'une approche multiscénario, multimodèle qu'on essaye de traiter un grand nombre d'incertitudes. On ne les traitera jamais toutes, parce que les incertitudes, elles sont à tous les niveaux. Il y en a qui sont cachées, mais il y en a qu'on arrive quand même à identifier. Donc ici, vous avez de façon très, très synthétique les sources d'incertitudes qui sont présentes dans un exercice de modélisation sous changement climatique. Alors, une des premières incertitudes, elle fait référence à notre capacité à nous à gérer nos émissions de gaz à effet de serre. Le fait que l'on respecte ou pas les accords de Paris, qui est Trump ou pas Trump, tous ces éléments-là interviennent à niveau global et font qu'on accélère ou pas, on amplifie cet effet de serre. Donc il y a ça qui intervient et on le voit très bien, c'est-à-dire, je ne vous l'ai pas montré, mais quand vous prenez des scénarios d'émissions beaucoup plus réduits qui respectent les accords de Paris, certes il y a des changements, mais ils sont assez réduits par rapport à un changement où on a plus 4 degrés Celsius, où là c'est vraiment un grand nombre de processus qui sont modifiés, notamment en montagne. On n'est pas ici en montagne, mais en tout cas tous les phénomènes de neige et de glaciers que vous entendez sont assez notables. Donc il y a cette première incertitude. Il y a une deuxième source d'incertitude qui est celle de la modélisation en tant que telle. À chaque fois que vous avez un modèle, vous avez une représentation simplifiée d'une réalité qui est complexe. L'hydrologie, le climat, c'est plein de processus qui s'entremêlent. Et en fait, il y a forcément un niveau d'abstraction qui est fait, un moment dans le modèle, parce qu'on ne peut pas mettre toutes les équations du monde et regarder tout ce qui se passe à l'échelle de la parcelle de 1 mètre carré, quoi. Donc, il y a une simplification à différentes échelles. Là, ici, je vous ai illustré en gros une des simplifications qui consiste à représenter le globe, les représentations du globe et du relief qui sont celles des modèles climatiques, les modèles globaux. En fin de XXe siècle, on avait des mailles qui représentaient l'Europe. Je pense que vous le voyez à peu près émerger, avec des mailles relativement grossières, avec des massifs qu'on ne voyait à peine émerger parce qu'ils lissaient totalement la topographie. Aujourd'hui, on a des mailles qui font 100 km, qui pavent l'intégralité du globe et pour lequel on a une représentation un peu plus fine des massifs. Et donc derrière des processus qui agissent dans les reliefs. Donc ça, il faut voir nous on travaille évidemment sur améliorer nos modèles. Vous voyez qu'entre 1990 et 2007, qui correspond aux deux instantanés de modélisation du climat, on a progressé en raffinement. On a fait d'autres améliorations évidemment, nous du point de vue hydrologique. Donc on progresse. Et puis, il y a également ce qu'on appelle des incertitudes qui sont liées à la variabilité climatique. Il y a une part chaotique du climat qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez alternance d'années sèches et d'années humides qui font que ça, on ne maîtrise pas. Et c'est la structure chaotique du climat, elle existera toujours et forcément, elle sera présente dans le futur. Donc, cette incertitude, les incertitudes héritent de tout ça, tout mélangé,
avec parfois un effet de l'incertitude sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont plus importantes que d'autres. Mais en tout cas, c'est un mélange de ces trois. Et nous, là où on peut agir en tant que citoyen, c'est en haut. Et en tant que scientifique, c'est à la fois en haut et puis au milieu dans la modélisation du climat. Alors, peut-être pour essayer alors, ça va être peut-être compliqué, parce que je vais rentrer dans tous les détails, mais comment nous, on a essayé de faire au niveau d'Explore 2, quel a été notre discours ? On est bien conscient que les acteurs, parfois, n'ont pas la capacité à prendre toutes nos simulations, mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils n'en prennent qu'une. Voilà. Donc, on a essayé de raisonner en disant, il faut trouver un intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour intégrer les incertitudes ? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié 4 projections climatiques en fin de 21e siècle qui étaient suffisamment contrastées à l'échelle de la France pour donner un aperçu des contrastes futurs que l'on peut observer. Donc ici, vous avez ces fameuses 4, ce qu'on a appelé des narratifs, et leur expression en termes de précipitation en fin de 21e siècle sous scénario d'émissions fortes. Alors, on en a un qui est très sec, enfin, on a 2 qui sont très secs sur la partie droite de l'écran, et vous en avez qui sont plus humides sur la partie gauche. Donc, c'est à partir de ça que vous dire, mais voilà, alors, testez la sensibilité quand vous voulez faire de l'adaptation. Il n'y a évidemment aucune trajectoire qui peut prétendre être la meilleure que les autres, plus plausible que l'autre. Ce n'est pas de la prévision, on fait des projections, de la scénarisation du futur. Donc, essayez de prendre un ensemble assez large. On les a guidés pour illustrer en tout cas la démarche qui a été faite en fin de 21e siècle. Et là, vous voyez donc les précipitations. Et puis, si vous regardez leur traduction hydrologique, donc c'est les 4 cartes positionnées de la même manière. Hein, vous voyez sur la carte de droite, eh ben, vous avez des couleurs en marron foncé où tous les points de simulation Explore 2 sont positionnés. Et le marron foncé est un signe de changement beaucoup plus profond. Et sur la partie droite, vous voyez quand même une sectorisation des endroits où il y a des changements qui sont plus profonds. Mais voilà, vous avez vraiment même si l'intensification des sécheresses du sol et des sécheresses hydrologiques sont marquées, il y a quand même des nuances dans les projections futures. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être qu'on abordera aussi le travail qu'on fait en termes de régionalisation et localisation des données, un travail que vous menez à l'INRAE avec notamment l'OEB et Pierre Darentière qui est en charge du volet climat donc à l'OEB et qui décline sur le territoire breton tous ces résultats à travers notamment ces différents scénarios à l'échelle de la Bretagne et sur tous les points qui ont été travaillés dans le cadre d'Explore 2. Tu pourras revenir peut-être dessus tout à l'heure. Juste un dernier point, et puis après, je vous promets qu'on passe aux questions. Je voulais juste savoir, suite à la présentation donc, que tu as fait aux membres de la clé, quels sont selon toi, Tiffaine, les éléments qui permettent vraiment de faciliter cette prise de décision et cet engagement vers ces trajectoires d'adaptation et d'atténuation au changement climatique? Oui, les éléments qui ont permis, à mon sens, d'améliorer la prise en compte en clé, c'est d'abord effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir des résultats qui sont validés et qui permettent une acceptation locale en fait. On n'est pas sur des résultats qui ont ouvert la porte du questionnement sur la méthode et ça a permis d'aller tout de suite vers les résultats et pas du tout de rentrer dans des questions de est-ce que c'est valide ou pas. Et le gros deuxième avantage qu'on a eu, qu'on voit nous sur le travail qui a été fait sur Explore 2, c'est effectivement cette régionalisation où c'est la quantité de stations, 4000 stations à l'échelle nationale, c'est énorme en termes de travail sur l'échelon national. Par contre, nous localement, moi ça fait 6 stations chez moi sur les 4000 et en fait c'est la plus-value d'avoir 6 stations locales, elle est incommensurable en fait, parce qu'au lieu de parler de résultats à l'échelle française voire bretonne, on peut dire le Néal qui est un tout petit cours d'eau qui a même pas 50 km² de bassin versant, et ben je peux envisager tous les futurs de son débit à lui quoi. Et en fait ça parle aux élus, ça parle beaucoup plus que de dire des résultats à l'échelon français ou à l'échelon breton. C'est beaucoup plus parlant et ça pousse beaucoup plus à l'action aussi parce qu'ils envisagent sur leur cours d'eau l'évolution des débits secs et des débits d'hiver. Et ces résultats locaux, c'est une plus-value incroyable, en tout cas en utilisation locale. Et la deuxième plus-value que je vois moi à l'incertitude, en fait, elle a dans ce gros désavantage aussi, en fait, c'est aussi un avantage, je trouve, d'avoir ces incertitudes,
parce que ça donne une multitude de futurs possibles et donc une multitude de stratégies d'adaptation à discuter. Et en fait, on est sur plein de futurs qui montrent qu'on a déjà une marge de manœuvre. Et on a aussi, on pourra discuter de ce qui sont des maladaptations, parce que si on prend par exemple telle idée, on la met sur le pire scénario, et ben ça c'est une maladaptation. Et à l'inverse, telle autre idée, on peut la comparer à tous les scénarios et voir quand est-ce qu'elle tombe dans la bonne idée ou dans la mauvaise idée. Et en fait, d'avoir ce panel de futurs-là, c'est pas enfermant du coup, et ça permet, je trouve, des débats beaucoup plus riches en termes d'adaptation que ce qu'on pourrait avoir en disant dans le futur, le débit ce sera tant et c'est foutu entre guillemets ou pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, je me tourne vers vous maintenant. Il nous reste 15 minutes. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous écoute. Et présentez-vous aussi, si vous pouvez, avant. Oui, ok. Bonjour, moi c'est Édouard Blanchet. Je travaille au syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes-d'Armor. Et on a utilisé du coup vos résultats d'Explore 2 pour voir l'impact de l'évolution des débits des cours d'eau sur les capacités de production en eau potable. Et du coup, je voulais déjà vous féliciter pour les résultats de cette étude et vous remercier aussi pour la pédagogie qui a été associée, parce qu'en un mois, on est capable de récupérer les données et les utiliser. Et donc, on a utilisé cette démarche des narratifs justement pour pouvoir les présenter aux élus. De narratifs contrastés, et je vois que vous avez fait la même chose dans le projet Eau 2050, vous avez pris le narratif violet et le jaune, et en fait le schéma directeur départemental il est quand même fortement en lien dans ce département avec les études HMUC parce qu'il y a une interconnexion des réseaux d'eau potable, et ma question c'était comment on peut faire pour justement, il y a une multitude de projections, Tiffaine vous a présenté une manière de les présenter, et je la remercie parce que c'est vrai que ça donne beaucoup d'aide pour le présenter, et comment on peut faire pour se coordonner au niveau des différentes études pour peut-être se dire il faudrait tous utiliser les mêmes, quand même présenter un même narratif aux élus, et alors peut-être le narratif violet ou jaune, ou quels sont vos conseils là-dessus? Alors, c'est une vraie question, hein, la question de l'uniformité, de choix, parce que à chaque fois, c'est des hypothèses qui sont prises au moment où on fait des choix sur les projections. Alors, je vais peut-être renvoyer la balle à d'autres. La TRAC a déjà fait un petit peu cet exercice en spécifiant des niveaux de réchauffement, et ce qui permet un petit peu, mais voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus uniformisé sur des futurs à une échelle régionale. Donc ça, je vois cet élément-là qui vient dans le paysage. Alors nous, effectivement, aujourd'hui, on se pose la question de progresser sur ces questions-là. J'ai pas la réponse aujourd'hui. INRAE travaille avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, notamment pour essayer de construire ces narratifs ou ces trajectoires contrastées sur des sous-bassins versants. Donc ça signifie que la question que vous me posez aujourd'hui, je vous dirais qu'on vous donnera la réponse un peu plus tard. Ça, c'est une réponse de scientifique. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on sait que c'est un enjeu pour éviter des effets, ce que j'appelle des effets couture. Vous avez effectivement des décisions qui sont prises d'un côté et de l'autre d'une ligne de crête de bassin versant. Voilà. Donc, on est dans du conseil. On commence à réfléchir autour de ça. Pour mémoire, il y a beaucoup d'études qui, dans le passé, ont pris un scénario, une trajectoire, et dans l'outil de téléchargement qui s'appelle Drias Climat, ils prenaient le premier qui était le modèle de Météo France, et voilà, comme c'est le modèle de Météo France, c'est le meilleur. Et donc ça ne peut être que lui en termes de trajectoire climatique. Je caricature, hein. Mais en gros, il y avait derrière vraiment une forme de mécanisme ou d'acteurs, d'utilisateurs qui étaient perdus. Donc aujourd'hui, on essaie de progresser sur les incertitudes et leur communication. Avec, on n'a pas encore répondu à tout. Voilà, c'est pour vous répondre. Peut-être pour compléter la réponse, je pense que déjà, si on utilise tous la même source de données qui est Explore 2, en fait, c'est déjà une énorme plus-value en termes d'uniformisation. Après, le choix des narratifs, etc. Mais déjà, au moins, on a les mêmes modèles. C'est déjà un gros point gagnant, je pense. Bonjour, Jean-Sébastien Fink du CEREMA.
Alors je voulais vous féliciter pour justement aussi les résultats d'Explore 2, alors qu'on a eu nous l'occasion d'utiliser alors pour une étude spécifique sur la disponibilité de la ressource en eau sur le département de la Meuse, notamment pour l'alimentation ou la disponibilité pour la navigation sur le canal de la Meuse. Et alors c'est vrai que nous on était parti effectivement des données Explore 2 qui sont disponibles sur le portail du DRIAS. On a comparé donc du coup l'ensemble des simulations qui étaient disponibles avec également ce qui était donné donc par l'ensemble des modèles sur la période de référence. Donc il y avait je crois en tout une trentaine de simulations. On a comparé également donc ces simulations de référence à la réalité de ce qu'on pouvait avoir sur les débits. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, nous, qu'il y avait quand même un biais assez important, notamment sur les débits d'étiage. Alors ça s'explique aussi par le fait que bon, il y a un certain nombre de combinaisons entre, enfin, c'est un peu compliqué, mais entre des GCM, des RCM, mais qui sont tous couplés avec le même modèle hydrologique qui est SIM2, qui semble avoir quand même un biais assez important sur les débits d'étiage. Alors je voulais avoir justement peut-être vos éclairages là-dessus, notamment sur la manière d'utiliser ces données-là pour ce qui est justement des problèmes de ressources en eau, pour ce qui est des débits en période d'étiage. Merci. Alors pour répondre, comme l'a signalé Tiffaine, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au moment de ma présentation, c'est que déjà dans un premier temps, on fait de la modélisation des ressources naturelles. Donc effectivement, en étiage, c'est une période pendant laquelle on sait qu'il y a des prélèvements. Alors bon, du côté de l'Est de la France, c'est pas de l'irrigation parce que c'est pas forcément beaucoup développé, mais il y a des prélèvements quand même qui sont là pour l'eau potable. Et donc forcément, il y a une comparaison qui est un peu biaisée dès lors qu'on compare à des observations de terrain. Après, nous, notre façon de faire, ça a été de dire que effectivement, tous les modèles, du fait des simplifications, ils ont des biais, enfin, on ne les corrige pas parfaitement, ils ne sont pas capables de restituer une réalité qui, en plus, chez nous, la réalité enfin, d'une ressource naturelle n'existe pas. On compare à des choses qui n'existent pas une référence. Et il y a certains, on a fait un exercice de comparaison sur 600 points, 600 bassins versants répartis à peu près partout en France, où on a pu avoir des bassins témoins qui étaient peu influencés et faire une comparaison entre les outils de simulation hydrologique, enfin leur capacité à reproduire ces bassins versants, la fonction des bassins versants. Et effectivement, tous les modèles ne sont pas parfaits. Alors pour le modèle SIM2, c'est possible qu'il ait un biais. D'autres en ont peut-être également. J'en connais qui ne sont pas capables de reproduire parfaitement les échanges nappes-rivières, par exemple. Voilà, mais on a fait des fiches diagnostiques, on a fait des fiches par région de diagnostic, c'est-à-dire au-delà de la fourniture des résultats, on a quand même fait dans cet exercice d'Explore 2 un retour sur les outils de simulation, en quoi ils sont bons, en quoi ils ne sont pas bons, et on espère qu'au travers de ces fiches diagnostiques, eh bien, il y a un éclairage et finalement peut-être des choix à faire. Certains modèles pourraient être à rejeter parce qu'ils ne répondent pas à une exigence par rapport à une étude. Voilà pour répondre un petit peu à votre question. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, je m'appelle Grégory Seyé, je suis chercheur à AXA Climate et merci aussi pour le travail qui a été fait effectivement sur Explore 2 qui est un projet assez énorme. Nous, on est utilisateurs pour nos clients des fiches Explore 2 et on se confronte à deux questions, alors surtout sur des clients privés ou publics mais qui sont assez bien formés sur l'hydroclimato, enfin sur l'adaptation au changement climatique. On reçoit deux questions qui les empêchent un petit peu d'utiliser les fiches. Déjà, la première, c'est sur la génération de modèles climatiques. Du coup, quand ils voient RCP 8.5 et pas SSP 5.8.5, ils se posent la question de la génération de modèles climatiques, donc qui est basée sur CMIP 5 et pas CMIP 6. Alors, on leur explique qu'il y a un choix de modèles, etc., pour essayer de rester dans cette track qui est plutôt proposée par la génération CMIP 6. Et l'autre question qu'on a, c'est sur le choix de la période de référence, 1976-2005. Comme période de référence, on est en 2025 et j'avoue que ça les empêche, ça les refroidit un petit peu. Donc dès qu'on fait des travaux avec eux, avec d'autres modèles, sur CMIP 6, etc., avec nos propres outils, ils ont du mal après à utiliser les fiches Explore 2 pour ces deux raisons-là. Donc est-ce qu'il est prévu, alors même si le travail déjà accompli est énorme, est-ce qu'il est prévu de mettre à jour ça par rapport peut-être à la génération CMIP 6 et au choix de la période de référence? Et est-ce que c'est peut-être aussi, Tiffaine, des questions que vous avez
sur peut-être ces deux problématiques-là qui peuvent intervenir. Voilà. Merci. Alors, je vais commencer par pour rappeler un fait, c'est-à-dire que le changement climatique, malheureusement, il ne s'arrête pas. On est dans une dynamique continuelle en termes de connaissance du phénomène, d'amélioration des outils de modélisation, entre autres. Il y a ces deux aspects, et vous voyez bien que le GIEC publie de manière régulière des rapports. Donc en fait, nous, quand on est hydrologue, on a besoin de données du climat de nos collègues du Climato. Mais en fait, le temps que ça nous arrive comme il faut, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'abord ce que font les climatologues, c'est une modélisation du système Terre, donc les modèles globaux. Ensuite, il y a une deuxième communauté qui prend le relais pour récupérer ces données-là pour faire de la modélisation régionale. Donc il y a un temps. Voilà. Et après, il y a nous, les hydrologues, qui reprenons tout ça. Donc en fait, il y a un temps de propagation, non pas de l'incertitude, mais des données, et qui fait que, en gros, on est toujours le cul entre deux chaises, pour parler vulgairement, en tout cas entre deux exercices du GIEC. Et donc, quand on a commencé Explore 2, CMIP5 avait été donc l'avant-dernier exercice avait fourni tous les bonnes données à une échelle fine pour qu'on puisse faire le travail. Par contre, le 6e rapport ne permettait pas d'avoir les données à l'échelle fine de climat pour qu'on puisse les utiliser. Donc on a pris l'avant-dernière. Mais par contre, pour essayer d'être cohérent, je ne sais pas si je suis clair, c'est qu'on a essayé de croiser les informations fournies par le 6e rapport avec les données du 5e, pour essayer d'avoir des projections qui soient compatibles avec les deux exercices. Donc ça a été un exercice complexe, et il faut avoir en tête ça, c'est-à-dire on est une course contre la montre, et on est dans des dynamiques de recherche et de valorisation de la donnée qui sont différentes. Donc ça, c'est le pourquoi du comment on n'est pas dans la dernière génération. Et là, ils sont en train de travailler sur le 7e rapport du GIEC. Voilà. Donc à chaque fois, on aura ça. Donc nous, on a choisi la compatibilité. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, les fiches de synthèse, elles sont par rapport à une période de référence qui a été choisie par Météo France, qui nous a imposé d'une certaine manière cette analyse. Par contre, les données brutes, celles qui sont disponibles sur le portail, c'est toutes les chroniques de débit entre 76 et 2100. Donc ça signifie que, a priori, modulo la prise en main des données, il y a une possibilité de faire d'examiner des changements par rapport à une période, on va dire, plus récente. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Oui, effectivement, nous on a changé la période de référence en refaisant les... et moi je voudrais compléter en disant que, à mon avis, des travaux du GIEC jusque nous, l'objectif premier de tout ça, c'est d'amener les élus et tous les acteurs du territoire à l'adaptation, à l'action, et pas de modéliser au mieux le futur, entre guillemets. C'est quand même d'utiliser ces résultats pour pousser à l'action. Et peut-être qu'on peut s'absoudre de tous ces biais-là en disant, quand même, globalement, ça nous permet de super bien visualiser ce que pourraient être tous les futurs possibles et d'aller vers l'action. Alors, la dentelle, elle va s'affiner au fur et à mesure, puis de toute façon, on va y arriver au futur. Mais aujourd'hui, ces résultats, ils permettent quand même de proposer des stratégies. Voilà, je vois qu'il y a plein de questions. Il nous reste 3 minutes. Donc peut-être, puisque vous n'avez pas pris la parole encore, très rapidement. Oui, bonjour, donc merci pour la présentation et puis également tout le travail qui a été fait. Donc Olivier Ballieu, je suis au Canal de Provence. On étudie aussi l'hydrologie pour des raisons de prospective. Et j'avais juste une petite question de méthodologie un peu précise. Alors on a plusieurs choix de modèles, on en a parlé avec beaucoup d'incertitudes climatiques. Par contre, les modèles hydrologiques, je pense que là, on peut peut-être aussi diminuer un petit peu le choix pour choisir peut-être celui qui va le mieux. Et en termes de méthode, est-ce que vous conseillez, si on veut travailler sur des étiages par exemple, comme vous disiez, de remettre une période de référence, si on a la chance d'avoir une station avec de la mesure et de la comparer en fait à la période de référence qui serait un peu modifiée par tous les modèles. Et si on travaille sur l'étiage, par exemple, de choisir le modèle qui représente le mieux les étiages sur cette période de référence, sachant qu'il y a peut-être aussi une petite difficulté supplémentaire, c'est que si j'ai bien compris, il faut réinfluencer l'un ou désinfluencer l'autre. Est-ce que c'est un peu cette méthode en fait? Parce que nous, c'est vrai que souvent, on a aussi des études qui amènent à du dimensionnement hydraulique, par exemple.
le stockage, c'est des choses qu'on met en œuvre en dernier recours, mais quand même, parfois, c'est un peu dimensionnant d'un point de vue également économique. Voilà, c'était ma question méthodo. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on est effectivement dans du diagnostic à partir de données existantes et d'un regard et d'une critique par rapport aux données qui ont été simulées en temps présent. C'est vraiment cet enjeu-là qui est en premier lieu. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il y a également, alors j'ai oublié de le préciser, peut-être, il y a un livre blanc, le livre dont vous êtes le héros, alors, baptisé comme ça, qui a été produit dans le cadre du projet LIFO et Climat, qui essaye de guider justement sur les choix, les choix multiples qui peuvent émerger au moment d'une étude exploitant les données du changement climatique. Donc, alors je ne l'ai pas mentionné sur la liste des produits qui sont là, parce que ce n'est pas purement Explore 2. Voilà, il est 11h30. Donc voilà, éventuellement, contactez-moi et je vous donnerai le lien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc effectivement, vous avez ici toutes les informations auxquelles vous référez si vous le souhaitez sur le projet Explore 2. Moi, juste pour conclure, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Tiffaine aussi, c'est que ça permet aussi de donner à voir le champ des possibles, ces projections hydroclimatiques, et ça doit permettre d'argumenter, de faciliter en fait l'acceptation des décisions locales en matière notamment d'adaptation, de stratégie d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Peut-être aussi juste évoquer l'idée que dans un contexte qui est comme ça très changeant et évolutif, ça peut être aussi intéressant d'imaginer des trajectoires politiques dynamiques, adaptatives, qui soient conçues à la fois effectivement pour être robustes dans un large éventail de conditions climatiques et socio-économiques, mais aussi qui soient capables de s'adapter à des conditions qui peuvent ou qui ne peuvent pas être, et ça, il y en aura anticipé. Donc je vous remercie en tout cas d'être restés, d'avoir posé vos questions et d'avoir été aussi attentifs. Merci à vous deux pour cette présentation et pour vous être déplacés. Je vous souhaite une bonne fin de salon.